laisser la parole sur les sujets. Eh bien, merci, cher ami, de votre invitation et de votre accueil à la Feria du Livre. Alors, non, j'ai arrêté. Donc, là, je suis parti pour faire une petite intervention de 3/4 d'heure environ. Ensuite, je suis à votre disposition pour... il sera midi, donc je serai à votre disposition pour engager le débat si vous le souhaitez, revenir sur des points obscurs parce que vous avez du mal à comprendre, ou bien, je ne sais pas, ou je les ai mal expliqués, ou pourquoi pas instruire une polémique avec les auteurs que je vais présenter. Et puis, ça nous mènera vers les 1h moins le quart par là, hein, 8h30, 1h moins le quart, on verra. Et puis ensuite, nous aurons le pot de l'amitié. Voilà. Alors, le sujet que je voudrais aborder avec vous, c'est le... Alors, d'abord, à l'avance, je vous prie de m'excuser pour ma voix qui est un petit peu voilée, mais après tout, hein, chacun choisit sa confession. Alors, le sujet que je voudrais aborder avec vous ce matin, en fait, c'est le suivant, c'est... Petit très bref, la fiction émancipatrice. Hein, puisque ce qui nous rassemble ici aujourd'hui, c'est la notion d'émancipation. Et je me suis dit, ce serait intéressant de la réfléchir. Et puis, comme aussi ce qui nous rassemble, c'est un regard critique, et notamment un regard critique qui se penche sur la société, la critique sociale, je me suis dit, ça pourrait être aussi intéressant de passer au crible de la critique, la notion même d'émancipation. Vous voyez ? D'où cela, je ne traite pas que de l'émancipation comme ça, mais j'essaie d'avoir un regard critique dessus, j'essaie de comprendre pourquoi elle est peut-être parfois dans des situations d'échec, pourquoi elle est peut-être parfois dans des situations de limites qu'elle rencontre et qu'elle n'arrive pas à dépasser. Jusqu'à se poser la question de savoir si au fond l'émancipation, dont on a peut-être pu croire que c'est un projet, est-ce que c'est peut-être simplement une illusion? Et là, c'est le premier sens de fiction. Vous voyez? Donc je vais aller dans cette direction-là. Je vais réfléchir avec vous sur, d'une part, ce que je crois être les origines de l'émancipation. J'irai faire un tour du côté du 18e et puis du 19e. Ça me semble être les deux jambes sur lesquelles l'émancipation avancera. Ensuite, j'essaierai de voir pourquoi elle connaît donc ses limites, pourquoi elle connaît parfois des pannes. C'est peut-être aussi ce qu'on a le sentiment d'éprouver aujourd'hui. Hein. Donc c'est là où je me poserai la question de savoir s'il n'y a pas quelque chose qui est de l'ordre de l'auto-hallucination du côté de ceux qui croient à l'émancipation, d'où fiction émancipatrice. Mais il y aura quand même un troisième mouvement, parce que sinon vous allez déprimer, et puis vous allez sans doute rien consommer à la buvette. Et c'est quand même aussi un peu le but. Hein. Donc il y aura un troisième mouvement. J'essaierai malgré tout de voir dans un troisième mouvement, qui sera une sorte de conclusion ouverte, hein, élargie, si malgré tout il n'y a pas moyen de relancer la problématique de l'émancipation, s'il n'y a pas moyen de trouver dans l'émancipation quand même quelque chose de valable, et de pas simplement illusoire. Et alors là, à quoi je vais faire appel? Eh bien, je vais faire appel à la fiction. La fiction, hein, le processus fictionnel, la narration, ce qu'on a coutume d'appeler l'évasion, la rêverie ou que sais-je encore. Eh bien, je vais essayer de voir, je vais essayer d'explorer avec vous comment ces processus fictionnels, narratifs, ils peuvent avoir, non pas qu'une fonction d'évasion, mais ils peuvent aussi avoir une fonction émancipatrice. Et là, voyez-vous, ce sera le troisième mouvement de mon propos, et là, j'essaierai un peu de retourner Voilà mon programme. Pour ce faire, je me servirai de quelques auteurs. Hein. J'ai pas coutume, vous me connaissez, j'ai pas coutume de parler en mon nom propre parce que j'ai pas vertu à être philosophe. Ceux qui me connaissent d'ailleurs savent que j'ai pas de vertu du tout. Je ferai appel à des auteurs
qui sont tous issus de la tradition française, mais qui méritent peut-être qu'on les réhabilite. Donc dans l'ordre, je ferai appel à Dick Rivers, en 2011, avec Sam Bennett, qui a une très belle autobiographie, enfin un entretien autobiographique qui a été effectué. Donc je me servirai d'un passage qui peut être utile lorsque nous avons à penser le drame de la crise du sujet aujourd'hui. Et lorsqu'ensuite j'explorerai vraiment les rouages de la fiction émancipatrice, dans le troisième mouvement, je ferai appel à Gérard de Villiers, et notamment à cet opus de SAS, qui est d'ailleurs assez ancien, qui est un peu difficile à trouver aujourd'hui, puisqu'il date de 1986, c'est Mort à Gandhi. Toujours dans le mouvement qui m'habitera dans le troisième partie, j'ai décidé aussi de réhabiliter Georges Marchais dans un texte de 1980, L'espoir au présent, dont vous verrez qu'il y a des éléments qui sont assez remarquables. Et enfin, je conclurai mon exposé en faisant appel à un auteur qu'on ne cite pas assez, c'est l'abbé Moreux, notamment son tome second des Énigmes de la science, et je me servirai de ces dernières pages, peut-être pour moi-même clore mon propos. Et il vous est encore loisible de sortir. Alors, premier mouvement d'analyse, j'ai essayé de réfléchir à ce que pouvaient être les bases, ce que j'ai appelé tout à l'heure les deux jambes, grâce à quoi l'émancipation marche. Et il me semble, enfin c'est la proposition que je vous fais, il me semble qu'il y a deux sources au discours émancipateur, deux sources aussi à la pratique émancipatrice. Je vous l'ai dit rapidement tout à l'heure, il me semble qu'on peut aller les chercher du côté du 18e ou du 19e. C'est des propositions, sans doute on pourra en trouver d'autres. Je pense qu'elles sont assez opérationnelles pour nous ce matin. La première, c'est bien sûr la philosophie des Lumières. Se souvenir que l'émancipation, c'est un vocabulaire qui est d'abord un vocabulaire juridique. On sait par exemple que, je sais pas, il aura fallu attendre le XXe siècle pour nous en France pour que enfin la femme puisse bénéficier de son émancipation. Et son émancipation, très concrètement, c'est qu'enfin qu'elle échappe à la tutelle, tutelle sous laquelle elle vivait par exemple dans l'Ancien Régime et jusqu'avant 1944, tutelle qu'est l'homme de la maisonnée, que ce soit son père, son frère ou son mari. Donc l'émancipation, c'est vraiment une opération juridique par quoi, en définitive, on peut se réapproprier le plein exercice de ses droits. Étymologiquement, d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que l'émancipation, on voit dedans qu'il y a cette racine qui fait penser à la main, et l'émancipation, c'est l'opération par laquelle j'échappe à la mainmise. Donc si vous voulez, on est sur un vocabulaire juridique, mais on est ici sur un vocabulaire métaphorique qui est très intéressant, parce que ça veut dire que le discours de l'émancipation, c'est le discours par quoi je cesse d'être sous la main d'autrui. Et si je cesse d'être sous la main d'autrui, je cesse par conséquent d'être sa propriété, je cesse d'être son objet ou son outil à sa disposition, qu'il peut manipuler, émancipation, qu'il peut manipuler à sa guise. Et de ce fait alors, puisque je cesse d'être l'outil sous sa main, je cesse d'être objet, et qu'est-ce que je deviens? Et là c'est très intéressant pour nous, ça va m'habiter tout au fil de ma réflexion. Si je ne suis pas un objet dans les mains de quelqu'un, je redeviens un sujet. Alors attention au mot que j'emploie, là encore le mot français sujet est un petit peu emmerdant, parce que quand on dit sujet, on pense à un sujet du roi, et alors c'est un outil entre les mains du monarque. C'est pas ça que je veux dire, quand je dis un sujet, c'est un sujet de droit, c'est-à-dire ça n'est pas un objet comme un esclave. Vous voyez le distinguo? Donc ça c'est très important, parce que l'émancipation, si vous voulez, ça procède déjà, j'ai envie de dire, d'un mouvement, qui s'inscrit métaphoriquement dans le mot qu'on emploie, puis juridiquement dans un processus, et c'est un processus qui dit, dorénavant, le rapport de propriété qu'un homme exerce sur un autre doit être aboli. Le rapport de subordination et d'appropriation de quelqu'un sur autrui, il faut en finir. Et ce mouvement-là, ce mouvement d'émancipation, s'il y a bien eu un moment qui a été véritablement un moment de séisme, de bouleversement, de révolution, qui a permis effectivement une refonte, par quoi des sujets
se sont revendiqués comme des sujets libres, ben, ça a été le mouvement des Lumières et le XVIIIe siècle. Hein. Le XVIIIe siècle, au fond, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est ça. C'est dire qu'en définitive, ici, un tout homme, quel qu'il soit, eh ben, a droit à une égale dignité, quel qu'il soit et quelle que soit sa condition. Là encore, je joue sur les mots, mais on ne fait pas autre chose que penser avec des mots, et c'est important. Hein. Le vocabulaire de la dignité, il apparaît au XVIIIe siècle, hein, mais le même mot dignité, il est employé au pluriel avant, dans l'Ancien Régime, et les dignités, qu'est-ce que c'est? C'est les statuts sociaux. Hein. Les dignités, c'est ce qui vous permet de remplir un office. Ainsi, par exemple, Casanova, quand il se promène en Europe, à un moment, il veut être reçu à la cour d'une comtesse, il décide d'acheter à fort grand prix je ne me souviens plus où c'est, je crois que c'est dans le nord de l'Italie. Il achète un costume d'officier, et de ce fait, il acquiert les dignités qui sont accordées aux officiers, et il sera ainsi reçu à la cour de cette comtesse. Donc les dignités, c'est d'abord des grands marqueurs sociaux qui vous permettent de vous différencier des autres. Et d'un coup, le vocabulaire change au XVIIIe, et on ne parle plus des dignités qui sont des grands signes sociaux par quoi on opère une distinction ou une coupure dans les classes sociales, mais la dignité, elle devient cette valeur qu'ont en commun tous les hommes et que tout homme est dans le droit de revendiquer pour lui-même. Vous voyez? Donc ça, c'est quand même très intéressant. Tout ça se met en place au XVIIIe siècle, et s'il y a un auteur qui vraiment essaie de penser vraiment bien la chose, et essaie de penser, comment dire, les conditions qui vont permettre l'émancipation, c'est le philosophe, alors il n'est pas là, je me les réserve pour la fin, c'est le philosophe Emmanuel Kant. Les gens ils disent, putain c'est dur, rien, 11h du matin, Kant. Hein. Ouais, je sais bien, mais enfin bon, ça vaut la peine quand même de revenir dessus, parce que quand il a ce très beau petit opuscule, hein, qu'il écrit en 1784, il écrit dans le journal, hein, dans le Berliner Zeitung. C'est un journal allemand, il écrit dans le journal et il se pose la question de savoir qu'est-ce que c'est que les Lumières. Et c'est un texte qui est très intéressant parce que il réfléchit à ce que c'est que cette avancée, ce grand bouleversement qui est pour moi un des bouleversements qui va permettre l'émancipation. Et il a cette phrase en latin qui est singulière, hein. Enfin c'est même pas une phrase, c'est vraiment une exclamation très intéressante. Il dit, bon, les Lumières c'est simple, ça tient en deux mots, sapere aude. Cool. Ouais. En latin ça veut dire ose penser. Et je crois vraiment que ça vaut le coup de réfléchir à ça, quoi. Ose penser. C'est une injonction. Hein. C'est un commandement. C'est un commandement, il y a un point d'exclamation à la fin, c'est un impératif. Parce que c'est impérieux. Hein. Faut pas se laisser aller. Hein. Faut pas se laisser aller. Il faut se secouer et il faut le seul des vrais courages. Et le seul grand courage, c'est pas de prendre les armes. Comme dit d'ailleurs le philosophe Alain, le plus grand des courages, c'est pas de tuer un homme, le plus grand des courages, c'est peut-être tuer les idées qui me font tuer un homme. Pas mal, hein. Pas mal. Hein. Et lorsque Kant dit ose penser, il veut dire ben, prends ton courage à deux mains, et le courage à deux mains, qu'est-ce qui va t'obliger à entreprendre? Ben, il va t'obliger à entreprendre une attaque par toi-même de ta pensée. Pourquoi? Parce que très souvent, tu vis dans des pensées qui sont subordonnées. Tu vis dans des pensées qui sont... Alors je serais presque tenté d'employer un mot qui n'a pas sa place chez Kant, je veux dire des pensées qui sont aliénées. Il a une autre expression, Kant, qui est très intéressante et qui est encore sous le mode impératif. Il dit, il faut être à soi-même son propre docteur, son propre législateur et son propre pasteur. Alors là encore, c'est vachement intéressant. Hein. Son propre docteur, ça veut dire, bon, il faut faire un petit peu d'automédication, quoi. Hein. Bon, on est au 18e, on est peut-être aussi encore du côté des docteurs Diafoirus. Hein. Il dit, ouais, il faut commencer par se soucier de soi, il faut prendre soin de soi, quoi. Hein. Être à soi-même son propre pasteur, là, ça commence à être intéressant. C'est-à-dire, ben, en définitive, il y a un seul juge à ma conscience, et ce juge, c'est moi-même. Donc, il n'y a qu'un seul arbitre, et l'arbitre, quant à la distinction entre le bien et le mal, ben, c'est à moi d'aller le chercher en moi. Et puis enfin, être à soi-même son propre législateur, ben, au-delà de la question du bien et du mal, à propos de la question de ce qui est juste et injuste, eh ben, j'ai mon mot à dire, et je n'ai pas simplement à me soumettre à l'avis du monarque. Voyez-vous ?
Donc là, toutes les choses qui se mettent en place du côté de Kant, elles sont très intéressantes parce que qu'est-ce qu'elles nous disent? Eh bien, elles nous disent au fond qu'il s'agit d'accéder, alors là encore j'emploie le vocabulaire kantien, il s'agit d'accéder à la majorité intellectuelle. Accéder à la majorité, c'est pas une affaire d'âge. Il y a des mecs qui ont peut-être 20 ans, il y a des mecs qui ont peut-être 40 ans, et c'est pas pour autant qu'ils sont majeurs. Parce qu'ils vivent encore dans une pensée qui est subordonnée. Parce qu'ils vivent encore dans une pensée mineure. Parce qu'ils ont encore des comportements d'être mineur. Et un être mineur, c'est quoi? Ben, c'est un être qui vit selon des règles, des normes qui sont, allez, j'emploie encore du vocabulaire kantien, hétéronomiques, pas autonomes. Suivez toujours? Ça va? Bon, c'est bien joli tout ça, mais comment qu'on s'y prend pour oser penser par soi-même? Ah ben la réponse de Kant, elle est claire, et vous allez voir, elle correspond parfaitement au 18e. Ben pour ça, qu'est-ce qu'il faut? Il faut recourir à la raison. C'est la raison qui m'émancipe. C'est la raison qui m'émancipe parce qu'elle me permet de porter, d'avoir un regard qui examine, qui critique, et puis qui permet, en portant un regard critique, de me débarrasser des préjugés. Et lorsque je me débarrasse des préjugés sous lesquels je vis, de choisir ce que je juge être bon ou être bien. Et là, on n'est plus dans le préjugé, mais on est dans le jugement. Et le jugement, il n'est valable qu'à la condition qu'il soit rationnel. Et toute la pensée de Kant est une pensée de la liberté, on dira donc une pensée de l'émancipation, qui repose sur une pratique de l'activité rationnelle, une pratique de la raison. Une pratique de la raison dans la sphère de la vie intime, une pratique de la raison dans la sphère de la moralité, une pratique de la raison aussi dans la sphère politique. Il estime que c'est très important ce qu'il joue avec la Révolution française, même s'il est encore monarchiste, il espère en un monarque suffisamment éclairé pour qu'il puisse favoriser, dit-il, la République des lettres. Et qu'est-ce que c'est que la République des lettres? C'est le premier qui le pense, c'est pas anodin, dans ce texte de 1784, c'est faire en sorte, c'est très joli, faire en sorte que dans l'espace public, les intellectuels, les lettrés, peuvent prendre parole et ne seront jamais inquiétés par leur prise de parole, presque qu'il est en train de mettre en place les principes de la laïcité, et ils pourront, quoi qu'ils disent, ils auront le droit à la réponse argumentée et à la contre-réponse argumentée. De telle sorte que là, il émerge une espèce d'utopie intellectuelle protégée par le monarque, espère Kant, qu'il appelle la République des lettres. Et qu'est-ce que c'est? On le voit bien, ça correspond au schéma duquel je vous parlais. C'est la mise en œuvre pratique de cette raison émancipatrice. Donc ça, si vous voulez, c'est le premier socle. Il est vraiment important parce que... Alors, c'est là où je commence à toucher le paradoxe. C'est le credo de la raison. C'est le credo de la raison, et je dis c'est le credo de la raison, pourquoi? Parce que ça paierait à OD, point d'exclamation. Parce que ose penser, point d'exclamation. Mais si j'ai besoin qu'on m'ordonne de l'extérieur, que je me mette à penser, s'il faut que j'entende retentir en moi la voix du grand éducateur qu'est Kant, ou la voix du grand monarque, ou la voix du grand lettré, qui me secoue et me dit « Oh, allez, vas-y, mets-toi à penser », bon, c'est tout le paradoxe de l'éducation populaire. Parce que l'éducation populaire part d'un sentiment généreux, puisqu'il s'agit d'éduquer le peuple. Mais si vous dites qu'il s'agit d'éduquer le peuple, vous considérez que le peuple, s'il a besoin d'éducation, est encore un enfant. Et s'il est enfant, pouvez-vous vraiment le considérer alors comme apte à accéder à la majorité? Accéder à la majorité, c'est quoi? C'est cesser de le traiter comme un enfant et faire confiance à ses forces propres. Ah, mais si je fais confiance à ses forces propres, de lui-même ira-t-il seulement à la raison? Non, je vais le prendre en main. Mais si je le prends en main, suis-je vraiment dans un processus émancipateur? Non, car je le prends en main. Vous voyez le problème qui commence à poindre? Ça, c'est quand même intéressant, On ne peut pas faire l'impasse là-dessus, quand même. On ne peut pas faire l'impasse là-dessus. C'est-à-dire, le discours émancipateur qui prétend recourir aux outils de la raison pour aider autrui à se libérer, dès l'instant qu'il aide autrui à se libérer, procède-t-il vraiment d'un processus libératoire? Vous voyez le problème, là? Vous voyez? Est-ce qu'il n'y a pas, alors je suis en train de griller ma deuxième partie, mais c'est pour vous y préparer, est-ce qu'il ne se joue pas dans le processus émancipateur rationnel un arrière-fond
qui sent quand même malgré tout quelque chose qui est de l'ordre de la domination, bienveillante, mais de la domination quand même. Est-ce qu'il ne se joue pas dans le processus rationnel quelque chose qui est là passionnel et un petit peu instrumentalisant? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de l'ordre de la mauvaise foi là-dedans? 18e du côté de Kant, non. Mais nous, pas sûr. Ça va? Vous la pigez, la première gambie? Sur quoi repose le processus émancipateur? Ouais. Bien. Deuxième gambie sur lequel repose le processus émancipateur. Alors là, on peut aller chercher du côté du 19e. Et là, bien sûr, hein, vous le savez, hein, c'est bien sûr tous les travaux qui se sont faits dans le creuset marxiste, hein, et qu'on constatait quoi? Qu'on constatait que si effectivement il y a des mainmises des hommes les uns par les autres, s'il y a des processus qui sont des processus de domination, on va même employer les vocabulaires de Marx, hein, s'il y a des processus qui sont des processus d'exploitation économique, s'il y a des processus qui sont des processus d'oppression politique, alors il est certain que l'instruction peut jouer un grand rôle pour aider à l'émancipation, mais n'empêche qu'il ne faut pas négliger, le lieu du dévoilement de la vérité. Et le lieu du dévoilement de la vérité, ça va être quoi? Ça va être la lutte sociale. Parce que dans l'expérience de la lutte sociale, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une expérience qui est une expérience de la violence sociale. Hein. Le mot, il est là, la lutte sociale. Hein. S'engager dans la lutte sociale, c'est le moment où soudain, qu'est-ce que je découvre? De quoi je fais l'expérience? Alors je veux dire l'expérience économique, politique, que sous le vernis pacifié de la République bourgeoise, qu'est-ce qui se joue? Il se joue une vérité qui a été masquée, qui a été escamotée, qui a été étouffée, et c'est la vérité de la lutte de classe. Hein? Tout le travail que Marx va entreprendre avec Engels, notamment dans ses travaux sur l'idéologie, ça va être de dire, le problème c'est quoi? Le problème c'est que il y a, alors je vais être un petit peu technique, mais on peut le faire peut-être dans cette assemblée à propos de Marx, hein. Il y a un distinguo à opérer entre la classe en soi et puis la classe pour soi. La classe en soi, c'est quoi? C'est que pour de vrai, l'employé, il est exploité au bureau. Hein? Mais ça, il ne le sait pas, ou il ne veut pas le savoir. Cette classe en soi, le fait qu'il appartienne au prolétariat, alors qu'il est employé de bureau, ça, il ne veut pas le voir. Il se le masque à lui-même, ou on le lui masque. Et on le lui masque comment? Par l'idéologie. Et par exemple, l'idéologie de la République bourgeoise, c'est de lui faire croire quoi? Qu'en définitive, il y a une unité nationale et que s'il y a un danger, par exemple, il viendrait de l'étranger, par exemple. Hein? Par exemple. Hein? Et le plus important, c'est raffermir l'unité nationale contre le danger qui viendrait de l'extérieur, de l'ennemi de l'intérieur ou de l'ennemi de l'extérieur. Mais l'ennemi rôde, vous le savez. Et il faut renforcer l'unité nationale. Hein? Et heureusement, ils sont tous là pour nous renforcer l'unité nationale et nous la mettre bien renforcée. Hein? Bon, à cause de ça, qu'est-ce qui se passe? Notre employé qui, en soi, participe du prolétariat, qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas, il est du côté des exploités, il est du côté des pressurés, il n'arrive pas à avoir conscience de ce qu'il est en lui-même, participant au prolétariat, et il va s'identifier à quoi? Il va s'identifier à la bourgeoisie, et il va reproduire le discours de ses maîtres. Et donc il va reproduire un discours qui va être le discours des dominants, et il va aboyer avec les autres à la haine de l'ennemi de l'intérieur ou de l'ennemi de l'extérieur. Et ce faisant, il participe à cette guerre et à cette persécution de ces prolétaires auxquels il devrait être lié par une solidarité de classe. Vous me suivez toujours? Ça va? Donc c'est la raison pour laquelle Marx et puis tous ses suivants vont bien dire attention, ce qui se joue dans la société, c'est quoi?
c'est pas simplement une lutte de classe qui s'impose d'elle-même dans sa vérité, mais les luttes de classe sont masquées par le vernis idéologique qui maquille les classes en soi par des classes pour soi, telles qu'elles s'imaginent être. Le prolétariat, n'ayant pas conscience qu'il est prolétarisé, s'identifie aux valeurs de ceux qui l'exploitent et reproduit l'exploitation contre ses frères qui sont ses frères de classe. Ça va? Comment finir avec ça? Ça, j'aurais beau l'expliquer à un employé, c'est pas pour autant que ça va l'émanciper. Hein? Donc l'instruction, il y a un moment où elle bute. Et comment en finir avec cette butée? Comment en finir avec ce blocage? Ben, vous savez que chez Marx, il y a une idée qui est très très importante, c'est que la conscience que j'ai de moi-même, elle n'est pas un décret de la raison. Kant s'était un peu planté. La conscience que j'ai de moi-même, elle est sécrétée, elle est produite par les conditions qui sont les conditions matérielles de mon rapport à la production. Suivez toujours? Ben, si je suis, par exemple, dans un univers où je suis un petit employé de bureau, où dans les faits, je suis effectivement à travailler toujours plus sur des contrats qui sont renouvelés, qui ne sont que précaires, ça va déterminer la conscience que je vais avoir, je sais pas, du rapport au travail, du rapport que je vais avoir à ce que j'estime par exemple être beau. Parce que par exemple, je sais pas, moi avec mes camarades de bureau, de quoi je vais parler, moi qui passe mon temps à bosser tout le temps comme un taré, je sais pas, moi BFM et Bourdin par exemple, et puis RTL, parce que c'est les choses qu'on travaille en commun dans notre univers de bureau, et c'est ça qui va sécréter la conscience que j'ai de mon monde. Vous voyez ça? Ça va? Et Marx, il dit, si je m'engage dans le champ de la lutte sociale, d'un coup, tout ce vernis-là va tomber. Parce que d'un coup, qu'est-ce que je vais découvrir? Je vais découvrir que le patron, qui me disait, tu peux m'appeler par mon prénom le vendredi soir, parce que c'est le jour Cosval, on peut retirer la cravate et s'habiller en jean. Et là, on est vraiment copains. Ben, je vais me rendre compte que d'un coup, au moment où je découvre sa fiche de paie, la mienne, et que je commence à gueuler pour être payé par rapport à mes insultes, là, d'un coup, il arrête d'être le copain du vendredi. Vous voyez? Et puis, les stages de remotivation qu'on faisait le week-end, c'était super sympa, tu sais, où on faisait de l'acrobranche, puis on sautait en se tenant les bras les uns les autres. D'un coup, je les vois autrement. J'en ai une autre conscience. Parce que je croyais que c'était pour qu'on devienne tous potes, et je me rends compte que c'était pour qu'on soit tous dans une ambiance commando de marine. Mais pour que j'ai eu cette réforme du jugement, qu'est-ce qu'il a fallu? Il a fallu que je découvre en fait que le patron c'est mon ennemi de classe. Et pour que je découvre que mon patron soit mon ennemi de classe, qu'est-ce qu'il a fallu? Ben, qu'il y ait une lutte sociale au sein de l'entreprise. Ça va? Donc c'est la raison pour laquelle je vous disais, le grand révélateur du côté de la tradition marxiste, qui va me permettre d'accéder à une émancipation, c'est pas simplement le pur exercice de la raison de la conscience, ça suffit pas, mais c'est le recours à une vraie pratique sociale, et la vraie pratique sociale, c'est nécessairement une pratique de lutte, parce que ce monde est organisé dans la lutte des classes. Et sitôt que je m'engage en lutte des classes, sitôt que je ne me laisse pas faire et je rentre dans le combat syndical, dans le combat politique, à ce moment-là, le vernis se brise, l'idéologie se fracture, et là, dans sa nudité violente, se révèle le monde glacé de l'argent et le monde glacé du capital. Mais pour ça, il a fallu que je passe par une pratique qui me désigne mon ennemi de classe. Parce qu'il m'agresse. Et parce qu'il est sans pitié avec moi. Et là, ayant désigné, repéré, identifié par les coups qui me portent, celui qui m'oppresse sur le champ du politique, celui qui m'exploite sur le champ de l'économie, je suis en mesure alors de travailler en solidarité avec mes frères de déshérence sociale, de travailler à mon émancipation. Ça va? Vous les pigez, les deux piliers, comme ça? Ok, c'est bon. Donc en fait, c'est du pipeau. Donc en fait, ça marche peut-être pas si bien que ça. Donc peut-être ce discours émancipateur duquel je vous parle là, en prenant appui et sur la tradition kantienne et sur la tradition marxienne,
il connaît peut-être ses limites. Quelles sont ses limites? Ben, je vais essayer de voir un petit peu les limites qu'on peut repérer des deux côtés. La limite du côté la philosophie des Lumières et puis du côté du credo de la raison, ben, j'ai commencé un petit peu à l'énoncer, hein. C'est que, en définitive, il n'est peut-être pas certain que ce qui se joue dans la raison soit vraiment clair à la raison elle-même. Hein. Il n'est pas certain que le discours rationnel soit uniquement animé de bons sentiments et uniquement animé de clairvoyance à propos de lui-même. Je vais le dire autrement, si vous voulez, pour que vous mesuriez un peu le propos. Et là, je prends une grande distance, un grand écart, et je fais un tour du côté d'Aristote. Peut-être que quand il aurait dû le relire, quoi. Mais aussi Aristote, il se souvient d'un traumatisme. C'était la mort du grand-père. La mort du grand-père Socrate, qui s'était fait, mais vraiment grave, niquer sa race. Alors qu'il était vraiment animé des meilleurs sentiments du monde et qui voulait, recourant à la raison, recourant à la dialectique, libérer les uns les autres. Et le résultat, c'est quoi? C'est que c'est la démocratie athénienne qui l'a mise à mort. Et ça, Aristote s'en souvient. Et Aristote se dit, le problème c'est quoi? C'est que la démocratie, elle est forte quand les arguments rationnels sont des arguments qui sont pleinement rationnels. Or, le problème c'est quoi? C'est qu'en fait, lorsque je recours aux arguments, il est très difficile de dénouer ce qui est de l'ordre de la rationalité, ce qui est de l'ordre de ce qu'on appelait du côté des Grecs du sophisme, et de ce qui est de l'ordre des arguments fallacieux. De telle sorte que, au cœur même de la pratique rationnelle, ben, qu'est-ce qui se joue? Eh bien, des stratégies qui sont malgré tout, là encore, des stratégies de domination. Alors ça, c'est quelque chose qui n'arrive pas à traverser la pensée de Kant, c'est quelque chose qui n'arrive pas à traverser la pensée de Rousseau. L'idée qu'en définitive, je vais le dire autrement pour que vous mesuriez mieux l'intuition d'Aristote, qui va être confirmée plus tard par un type comme par exemple Foucault. Au fond, on le sait bien, dans une assemblée, on a tous fait l'expérience des assemblées générales, mais dans une assemblée, quand quelqu'un prend la parole, il la prend. Et prendre, si ce n'est pas exercer un empire sur quelque chose. Et quand il prend la parole, il entend peut-être aussi la couper à autrui. Et la couper à autrui, si ce n'est pas non plus un vocabulaire qui est un vocabulaire marqué au sceau de l'offensivité. Prendre la parole, couper la parole, et même, peut-être que tout à l'heure, dans le débat, tu distribueras, tu donneras la parole. Ce qui laisse entendre que là encore, la parole et la rationalité, ça n'est pas simplement quelque chose qui est une abstraction rationnelle, mais l'exercice de la parole rationnelle obéit à un ensemble de codifications qui elles-mêmes s'inscrivent dans des rapports de force, et certainement dans des rapports de force sociaux. On sait très bien que la prise de parole, même si elle veut être émancipatrice, même si elle est traversée de bons sentiments, elle s'inscrit dans le monopole d'un outillage, qui est un outillage qui a été acquis culturellement, socialement, symboliquement, qui en définitive creuse très souvent l'écart entre les classes sociales, plutôt qu'il ne les comble. Et c'est bien ça tout le drame, c'est que l'outil rationalité n'est pas un outil pur, il s'incarne dans la vérité qui est la vérité du discours, et la vérité du discours c'est quoi? C'est que le discours, c'est quelque chose qui s'acquiert au terme d'un lent processus qui est lui-même travaillé par des confiscations de pouvoir. Vous voyez? On peut aller même plus loin encore, et puis se poser la question de se dire, pour qu'il y ait débat rationnel, il faut qu'il y ait débat. Et pour qu'il y ait débat, il faut qu'il y ait lieu public. Il ne faut pas qu'il y ait lieu privé. S'il y a lieu privé, il n'y a pas un débat véritablement, il y a une conversation. Mais pour qu'il y ait lieu public, il faut qu'il y ait l'espace qui soit là séparé des lieux privés. Qui rentre dans le lieu public pour s'emparer de la parole? Très concrètement, très simplement. Et je crois que nous avons à nous poser la question, nous aujourd'hui, hein, dans les espaces que nous appelons les espaces de la démocratie, s'ils existent encore. Essayons de repérer où sont les lieux dans lesquels pourrait être énoncé un espace public, dans lequel pourrait être énoncée une parole à volonté débattante et rationnelle, en vue de fortifier le démocratique. Où sont-ils? Où y en a-t-il seulement? Où y en a-t-il?
Lorsque prennent la parole ceux-là qui ont l'exercice du politique, on constate très souvent que l'interlocuteur a disparu. C'est l'écran de la caméra, ou c'est ceux-là qui ont été sélectionnés par des prismes qui ne sont pas les prismes du pouvoir politique, mais qui sont les prismes du pouvoir médiatique. De telle sorte que les interlocuteurs ici sont des interlocuteurs qui ne sont pas choisis selon les exigences, qui sont les exigences de l'intérêt public. Et le discours lui-même n'est pas tant un discours fondé sur la raison, qu'un discours fondé sur des éléments de langage qui ont pour fonction de raviver des artifices, des passions, des préjugés, et non pas d'éclairer. Vous voyez ça? Donc on se trouve là, bien dans quelque chose qui est très embarrassant, qui est très embrouillant pour nous, c'est qu'en définitive, on pourrait peut-être dire effectivement il y a quelque chose qui est de l'ordre de la fiction dans l'émancipation, parce qu'on a toujours pensé le rapport à la raison débattante, comme outil d'émancipation, comme une pure abstraction, alors qu'elle-même s'inscrit dans un outillage technique qui n'échappe pas à ces conditionnements, à ces stratégies et à ces mises en place d'illusions ou d'idéologies. Ça va, ça? C'est clair pour tout le monde? Hein? Maintenant, j'ajoute un deuxième élément. Je vais voir maintenant de l'autre côté. Et l'autre côté, c'est quoi? L'autre côté, c'est le rapport à l'émancipation par la pratique sociale, au sens de Marx. Marx, il nous dit, c'est lorsque je vais lutter contre celui qui m'oppresse, ou contre celui qui m'oppresse sur le champ politique, ou celui qui m'exploite sur le champ économique, que je vais pouvoir faire voler en éclats l'idéologie. Encore faut-il que je le veuille bien. Encore faut-il que j'aime la liberté. Parce que le petit père Marx, peut-être que ce qu'il a oublié, lorsqu'on fait l'éloge de la pratique sociale, c'est quoi? Peut-être qu'il a oublié de revenir à des belles méditations qui étaient celles de Machiavel ou de Spinoza, qui nous disaient que le pouvoir politique, c'est pas seulement l'affaire des gens qui se battent pour la liberté. C'est pas avec ça qu'il faut jouer. Mais toute l'affaire du pouvoir politique, c'est les gens qui se battent pour leur esclavage. Et les gens aiment rien moins qu'être commandés. Et c'est aussi toutes les intuitions qui ont été développées par Étienne de la Boétie. C'est-à-dire, le drame, c'est quoi? C'est que le discours marxiste sur la lutte sociale comme grand révélateur qui fait voler en éclats l'idéologie, et donc émancipateur, il est valable pourvu que j'ai envie de me coltiner le combat contre le maître. Mais c'est supposé quoi? Mais c'est supposé alors que je sois plus amoureux de la liberté que de mon esclavage. Et tout le travail qui a été mis en chantier par la Boétie, par Spinoza, par Machiavel, il a été vraiment remis au grand jour. Alors, j'étais toujours avec Foucault tout à l'heure, je peux revenir encore sur Foucault. Il a été remis à jour aussi sur Foucault, qui dit on a oublié un troisième terme quand même dans les études marxiennes, et c'est tout le travail de Foucault d'appuyer là-dessus. Il y a certes l'oppression économique, il y a certes l'oppression politique, il y a certes l'aliénation économique, mais il ne faudrait quand même pas oublier aussi un autre élément qui est fondamental, qui est l'aliénation. Et l'aliénation, c'est quoi? C'est quelque chose qui a à voir avec le subjectif, qui n'a pas à voir avec l'économique, qui n'a pas à voir avec le politique, qui a à voir, alors il hésite à employer les mots, et des fois il emploie le mot qui est très intéressant, il dit qu'il a à voir avec l'éthique. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont l'amour du maître, il y a des gens qui ont l'amour de la domination, il y a des structurations psychiques, il y a des subjectivités qui ont été travaillées depuis l'enfance dans l'amour de la domination, dans la dépendance de la domination. Il y a des subjectivités qui ont la peur panique d'être à elles-mêmes leur propre maître, parce que tout a été agencé par le nouveau dispositif des sociétés qu'il appellera des sociétés post-disciplinaires, tout a été agencé par le biopouvoir, tout a été agencé par les microphysiques du pouvoir, pour arriver à quoi? Pour arriver à développer des esprits aliénés. Et qu'est-ce que c'est que les esprits? Je vais vite en disant esprit. Des sujets aliénés, parce que maintenant, la grande affaire, c'est quoi? C'est ça, la grande affaire, c'est en fait, on a les moyens techniques de domination qui sont suffisamment fins pour non plus simplement configurer les corps afin qu'ils puissent travailler à l'usine, mais maintenant on est capable de configurer les subjectivités pour qu'elles aiment aller travailler à l'atelier ou dans les bureaux. Vous voyez ça? Ça c'est vachement intéressant. Ça c'est vachement intéressant et ça veut dire quoi?
Ça veut dire que peut-être que maintenant il faut porter le deuil de la naïveté de l'émancipation telle que nous la rêvions, héritée des Lumières et de la critique sociale du XIXe siècle. Parce qu'en définitive, maintenant, on est en mesure de déplacer un peu le champ d'analyse. On est peut-être en mesure de dire, en effet, qu'il y a une fiction à propos du discours de l'émancipation, quand on s'imagine qu'on va émanciper simplement en recourant au discours rationnel et simplement en faisant confiance à l'amour que les hommes ont de leur liberté dans le champ de la lutte sociale. Ces deux discours-là correspondent à une espèce d'angélisme qu'on peut être un petit peu en mesure de critiquer. Pourquoi? Parce qu'on peut dire que on est en mesure de dire qu'en définitive, il se joue maintenant dans le recours à la raison des soubassements, qui sont des soubassements beaucoup plus subtils et qui font qu'elle peut être organe de domination. Et il se joue dans la psychologie de ceux-là même qui ont intérêt à s'émanciper, peut-être, comment dire, un labour de leur propre subjectivité qui les éloigne de cet horizon. Pour le dire encore autrement, si vous voulez, qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est quoi un petit peu la nouvelle configuration, qui appellerait une nouvelle émancipation? La nouvelle configuration, c'est qu'en définitive, aujourd'hui, peut-être qu'on est face à des nouveaux sujets qui ne sont pas émancipés, et ces sujets qui ne sont pas émancipés sont peut-être dans l'amour même de leur propre aliénation. Ils travaillent et ils contribuent même à leur propre aliénation. Donc en définitive, le programme généreux qui était le programme kantien, qui visait à dire « ose penser », on a presque l'impression qu'il se renverse aujourd'hui, et puis qui nous dit « ose abolir la pensée ». Ou plutôt « ose penser ce qui renforce et contribue à une subjectivité qui est une subjectivité aliénée ». Continue à te maintenir dans des dispositifs qui sont des dispositifs qui entretiennent ta fascination. Vous savez, on peut faire un tour du côté de Debord, c'est tout le travail de Debord. Quand Debord il nous dit on est face à une société spectaculaire, surtout pas de contresens, ça ne veut pas dire qu'on est tous face à un petit écran, qu'est le téléphone ou qu'est la télévision, c'est pas ça la société spectaculaire. La société spectaculaire, c'est, dit-il dans un premier mouvement, c'est le moment où j'ai l'impression de vivre dans une société dans laquelle, qui est comme un magnifique spectacle, un spectacle de strass et de paillettes, dans laquelle la lutte sociale a disparu. Et j'y suis bien. Et j'y suis bien. J'y suis comme au spectacle. J'y suis comme au spectacle. Donc je suis le voyeur d'un monde dans lequel je jouis d'être aliéné à ce spectacle qui est plein de paillettes, parce que nulle part il y a la place pour la violence. Et puis quand il écrit en 1988 son texte Commentaire à la société du spectacle, il parle du spectacle intégré. Et ça c'est vachement fort. Ça, il faut vraiment qu'on le médite si on veut repenser l'émancipation aujourd'hui. Le spectacle intégré, c'est quoi? C'est le moment où celui qui était, en 67, simplement spectateur adorant jouir d'un monde qui était complètement idéologisé, maintenant, qu'est-ce qu'il devient? Il est acteur du spectacle. Il procède du spectacle. Il est mobilisé infiniment pour contribuer à participer à tous ces dispositifs qui l'aliènent. Et il y participe joyeusement et avec enthousiasme. L'infinie mobilisation du... alors j'ose pas dire du sujet, mais l'infinie mobilisation de l'homme aliéné dans le spectacle intégré chez Debord en 1988, c'est quoi? C'est celui qui, avec joie, enthousiasme et mobilisation, contribue à renforcer sa propre aliénation. Vous voyez ça? Donc ça, c'est vachement intéressant parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas face à un sujet vierge qu'on va pouvoir émanciper en recourant à la raison et à la lutte sociale. On est face à un sujet qui a déjà été travaillé, qui a déjà été produit en tant que sujet et qui adore rien moins que contribuer et entretenir sa propre aliénation. Ça va? Vous le saisissez? Je vous ai dit que de ce côté-là, on peut prendre l'enseignement de Dick Rivers. Alors, j'ai un passage qui est assez saisissant. J'ai perdu la page. C'est
trop con. Attendez, c'était... Ah oui, voilà. Je lis un petit peu en amont pour que vous compreniez les tenants et les aboutissants, mais vous pourrez vous concentrer plutôt sur la fin. Donc c'est à la page 153 de Dick Rivers, Mr. D, entretien avec Sam Burnett. Donc c'est l'édition Florent Massot. Je sais pas. Donc nous sommes sur l'édition 2011. Je fais partie d'une espèce en voie de disparition. Ça on le savait un peu quand même. Hein. Il y a ceux qui promettent et qui ne font rien, ceux qui voudraient mais qui ne peuvent rien. Et puis tous les autres que tu rencontres qui te tapent sur l'épaule en te faisant des compliments sur ton dernier disque, en te disant « appelle-moi » et qui ne répondent jamais au téléphone. C'est un moment un peu tragique. Hein. C'est un phénomène assez récent, personne ne répond plus jamais au téléphone. Je parle de la nouvelle garde du showbiz français. Ouais, je voulais dénoncer ça aussi un peu aujourd'hui. Ceux qui ont pris les commandes lors des années 90 dans les maisons de disques, les radios, les télés. Les gars sont dans leur petit monde et font la pluie et le beau temps, dans leur petit cercle à la con. Je cite, hein, moi je dois remarquer sans me réjouir que leur petit monde en question est en train de leur péter à la gueule. S'ils avaient répondu à quelques coups de fil, ils auraient pu apprendre que le marché du disque s'effondrait, que le support CD était devenu obsolète, que ça piratait à mort sur Internet, j'en passe, et des meilleurs. Le plus beau, c'est qu'avant, pour rappeler quelqu'un au téléphone, il fallait être soit au bureau, dans une cabine téléphonique, dans la rue, au restaurant, dans un café ou à la maison. Et les gars te rappelaient. Aujourd'hui, ils ont leur smartphone jusqu'au fond de leur piscine et ils ne te rappellent pas. Bon, jusqu'à présent, on s'en fout de tout ça. Hein. Mais la suite est vachement intéressante par rapport à ce que j'essaie de vous faire comprendre du spectaculaire intégré de Bourdien, comme étant une analyse au fond de ce que nous sommes face à des subjectivités aliénées qui entretiennent leur propre aliénation. Je cite. Donc on est page 154. Pendant ce temps-là, les labels sur Internet fabriquent des disques d'or. Les internautes, tous les internautes, sont devenus des producteurs à succès. Plus de maisons de disques, plus de magasins, elle est pas belle, la vie. Alors là, je crois que c'est clair. Hein? Les internautes sont devenus des producteurs à succès, plus de maisons de disques, plus de magasins, elle est pas belle, la vie. Ça, c'est vachement intéressant. Il y a quand même une grande clairvoyance de la part de Dick. Bon, je suis familier avec lui, hein, Dick Rivers, hein. Parce qu'il laisse entendre quoi? Il laisse entendre qu'on est dans un monde dans lequel, en définitive, et on le sait bien, effectivement, il fait référence peut-être carrément à YouTube, hein, dans lequel, à n'importe quel moment, chacun peut se décréter créateur, chacun peut se décréter être son propre génie, se créer une œuvre dont il estime qu'elle est absolument grandiose, il peut être à la fois son propre producteur, et quasiment, et ça c'est très intéressant parce que ça peut expliquer aussi la popularité dévoyée du nietzschéisme aujourd'hui. En fait, on est tous sommés d'être à soi-même son propre artiste. Vous voyez, c'est ça que nous dit Dick Rivers. Hein? On est tous sommés aujourd'hui d'être des créateurs. On est tous sommés d'être des créateurs. Et ça, c'est très intéressant parce qu'il vous suffit que vous fassiez un tour dans n'importe quel job qui est proposé, on va faire appel à quoi? Pas simplement à une compétence, mais on va faire appel à des données qui sont des données subjectives. On attend de vous que vous soyez un créatif dans le boulot, quel que soit le boulot. Comme si en définitive, il ne s'agissait pas simplement d'effectuer la tâche, mais il s'agissait aussi d'adhérer à la tâche à effectuer et d'y adhérer avec tout son cœur et tout son enthousiasme. Comme si en définitive ici, la première matière travaillée au travail n'était pas tant la matière de produite, mais d'abord cette matière de la subjectivité qu'il s'agit de transformer afin qu'elle soit toujours exploitable, afin qu'elle soit toujours créative, afin qu'elle soit toujours féconde, afin qu'il puisse y avoir de la part du sujet condamné au travail une créativité, une subjectivité, par quoi, avec enthousiasme, sans cesse, il mobilise tout de lui pour consentir à sa propre exploitation. Vous saisissez ça? Eh bien ça, c'est ce qu'essaie de dire Debord, et qu'arrive à dire Dick Rivers. Je vous donnerai les références après si vous voulez. Alors voilà, c'est ça un petit peu, si vous voulez, où j'arrive. Hein?
Et je vous l'ai dit, j'ai été long un petit peu, non? Non. Je vous l'ai dit, là je voudrais arriver maintenant, si vous voulez bien, sur ma conclusion ouverte en disant, je ne veux pas rester sur ce constat qui pourrait être un constat, je ne veux pas dire d'échec, mais un constat de transformation. La cible s'est déplacée et cependant les techniques de tir, elles n'ont pas fait leur mise au point. Donc ce que je voudrais, c'est essayer de voir s'il n'y a pas de nouveaux outils que nous pouvons envisager pour essayer de rectifier le tir en quelque sorte, et puis de trouver une nouvelle émancipation qui puisse répondre à cette métamorphose du sujet aliéné. Hein? C'est un petit peu ça que je voudrais ouvrir avec vous en conclusion. Et la thèse que je voudrais défendre dans cette conclusion, c'est celle que je vous ai énoncée en introduction, c'est ouvrir avec vous ce chantier, dire qu'en définitive, peut-être qu'on peut aller trouver du côté de la fiction des outils qui peuvent contribuer à l'émancipation. Fiction n'est pas là dans mon propos depuis le début, hein, puisque je parle du recours à la raison rigoureuse, je parle du recours à l'action, à la lutte sociale. Puis d'un coup, voilà que je fais appel à la fiction. Fiction, qui est un petit peu la parente pauvre de la tradition philosophique en général. Hein. Vous vous souvenez de ce que disait Pascal, hein, la folle du logis à propos de l'imagination, les pages de Sartre qui sont très sévères avec l'imagination, dont il dit que ça n'est rien d'autre que quelque chose qui manque la cible. Hein. L'imagination dans la tradition philosophique occidentale, elle est toujours rejetée, parce qu'on considère toujours que c'est au fond ce par quoi j'essaie d'imaginer le réel les yeux fermés, et mon imagination est toujours inférieure à ce que la perception a pu avoir, et donc elle est toujours maîtresse de fausseté. Si elle n'est pas ça, qu'est-ce que c'est? Elle est fabulatrice, fantaisiste, et elle m'éloigne absolument du vrai. Je pense que, par rapport à ce que j'ai pu vous dire dans les deux parties, je pense que la fiction, elle peut être pensée vraiment autrement. Qu'est-ce que c'est que le processus fictionnel? Sinon, justement, s'autoriser quoi? S'autoriser une vraie fécondité de l'esprit. Qu'est-ce que c'est que le processus de la fiction inauguralement? Il faut vraiment revenir au mot toujours. Hein. Ça vient du latin fingere. Hein. Et fingere, c'est façonner, ça a donné figure, comme les figures de cire. Hein. Ça a donné forger aussi, hein. Comme to forge en anglais qui signifie aussi fabriquer. Hein, par exemple, forgery, ça peut être aussi faire des faux. Donc il y a quelque chose qui a à voir avec une matière qui se travaille. Hein. Et c'est sans doute effectivement ce qui se passe dans le jeu fictionnel. Le jeu fictionnel, il ne consiste pas simplement à faire de la fabulation, il ne consiste pas simplement à fabuler, mais il consiste, on le sait d'abord, tout simplement, à restituer au psychisme ses véritables aliments et sa véritable vigueur, sa véritable dynamique. Hein. Toutes les pages que Bachelard écrit, toute l'enquête qu'il fait sur l'imagination, c'est quoi? Au début, en 1938, quand il écrit des pages sur l'imagination, il dit « Ah, c'est de la bêtise, l'imagination, c'est à cause de ça que les scientifiques se plantent. » Puis après, quand il commence à étudier les surréalistes, quand il commence à lire la poésie surréaliste, il dit « Bon, d'accord, ça se plante parce que ça loupe le réel, mais surréaliste, c'est tellement fort, ça crée un surréaliste. C'est plus fort que la réalité. C'est plus fort que la réalité parce que ça va permettre au sujet qui est dans la fabulation, au sujet qui est dans la fiction, au sujet qui se forge ainsi des imaginaires, d'abord à la base de redynamiser son psychisme, de le remettre en état de fécondité, de le réactiver, de lui donner une initiative, de ne plus être passif face au bombardement d'images reproductives et perceptives, mais en plus, ça va lui permettre de ne pas se contenter du réel et d'en rajouter un autre, surréel. Alors je pense que ça, nous avons quand même à le méditer. Nous avons vraiment à le méditer. Parce que ça veut dire ici que le travail de la fabulation, le travail de la fiction, le travail de la grande rêverie, le travail du roman, le travail du théâtre, c'est quoi? C'est pas simplement un processus d'évasion. Mais ce qui est très important dans toutes ces œuvres-là, c'est quoi? Si je suis spectateur, j'emprunte à dessein un vocabulaire qui est le vocabulaire de Debord. Si je suis spectateur d'un bon roman, si je suis spectateur d'une bonne pièce de théâtre, je suis touché par quoi? Pas par ce que je vois, pas par les scènes que je vois, pas par les images qui sont données, mais par celles que j'imagine. La force du bon roman, la force du bon théâtre, et du bon cinéma d'ailleurs, hein, c'est quoi? C'est le hors-champ. C'est le hors-champ. On le sait bien. Tout l'art du cinéma, c'est l'ellipse. C'est ce qu'il y a entre les scènes. Tout l'art du bon roman,
c'est le hors-champ par quoi vous pouvez vous investir et cristalliser sur les héros des parts de vous-même afin d'être amoureux d'Emma Bovary, enfin, rien, enfin, afin de cristalliser votre propre imaginaire sur les figures qui sont les figures là données sur le papier par l'auteur. Et tout l'art du théâtre, c'est quand même un art bouleversant de puissance, parce qu'en définitive, on est dans la facticité la plus complète. Et cependant, le processus de catharsis, qu'est-ce qu'il va viser à faire? Il va viser à faire sortir de vous des éléments qui étaient là enfouis, refoulés, écrasés, votre sens tragique de l'existence, et enfin, par le truchement de ce qui est donné là, d'opérer une expansion de votre être. Donc au fond, qu'est-ce qui se joue ici dans la fiction? Le contraire du spectacle. Le spectacle donne à voir, et ce faisant, me fabrique sur mesure une subjectivité artificielle, ça va, qui entretient mon aliénation. La fiction, en tant qu'elle m'autorise le hors-champ, va me permettre alors d'investir ce hors-champ en m'obligeant à la fécondité et en peuplant le monde d'autres mondes dont je suis gros. Et là, alors, ma subjectivité connaît le mode d'expansion qui était proscrit par les dispositifs affinés du capitalisme duquel je parlais dans ma deuxième partie. Vous le saisissez, ça? Alors ça, c'est quand même très très important, hein. C'est très très important. Donc je crois qu'il faut vraiment réhabiliter le processus fictionnel. Alors je veux dire le processus fictionnaire. Comprenez-le non pas simplement comme un exutoire, un dérivatif et une évasion comme ça pour des esprits à consoler, mais voyez-le au contraire comme des exercices de raffermissement de la vie psychique, comme des exercices d'endurcissement, de solidification, de densification de la vie subjective. Et c'est cela qui peut être justement un moyen de lutter contre l'aliénation. Il y a un très très beau passage dans Gérard de Villiers qui illustre ça, que je trouve très joli. Donc on est au plomb. Hein. Donc je vous le dis, on est en 1986. Hein. Donc c'est Moragandhi, donc vous connaissez, c'est toujours Malcolm Lynch. Hein. Et alors il est chez les Sikhs, qui sont plutôt secs. Et il est planqué dans un temple avec une créature qui est une véritable liane, doublée d'une chatte. Elles sont toutes en général des lianes doublées d'une chatte. Et ils sont enfermés dans le temple, ils sont cachés dans le temple, dans la pénombre, tous les deux. Et autour rôdent les Sikhs qui sont sanguinaires et qui veulent leur peau. Et elle, la créature, elle ne connaît pas Malko, le prince Malko Ling, ou Ling. Ling parce qu'il est autrichien. Malko Ling. Hein, parce que Malko Linge, ça fait un peu slip sale quand même. Hein. Et alors elle dit la créature, avec sa voix de soie déchirée. Elles ont toujours des voix de soie déchirée, les créatures qui va se farcir Malko. Elle lui dit comme ça. Il faut imaginer, il y a les mecs qui sont des kalachnikovs autour du temple, ils sont planqués à l'intérieur. Elle dit, parlez-moi de vous, qui êtes-vous? Tu sens la scène chaudasse dans 2 pages, tu sais. Et lui il répond, tranquille, tu sais, le mec ça va, quoi, les chevilles, un samouraï. Je sais que c'est un peu démodé, mais... Elle le coupe. Ce n'est pas démodé, protesta-t-elle, au contraire. Il s'exprimait à voix basse. La musique couvrait leur chuchotement, une espèce de mélopée, tu sais, qui sent l'encens et les amours torrides. Hein. Elle lui fit expliquer les raisons de son appartenance à la CIA et raconter ses missions. Il lui parla de son château, d'Alexandra. Alexandra, c'est la femme de Malcolm Lynch, qui est aussi sacrément une chatte liane. Hein. Et des fois, à la fin, quand il avait du mal à vendre, les 20 dernières pages, c'était... Ah bah tiens, c'était il y a encore. C'était les fantasmes de la comtesse Alexandra. Bon, on va se calmer. Il lui parla de son château, d'Alexandra, de cette éternelle partie de roulette russe où il était sans cesse obligé de remettre sa vie en jeu, à la fois pour être fidèle à son éthique
et afin de vivre selon son rang. Vous avez tué beaucoup de gens demanda à Margit. Non, dit Malko, le moins possible. Je déteste la violence, mais je vis dans un monde violent et je suis parfois obligé de me défendre. Mais je continue à avoir un respect profond pour la vie humaine. Ils se turent et aussitôt, le bruit de voix à l'extérieur leur parvint de nouveau. Impossible de sortir. Il faut attendre encore un peu, dit Amarjit. Reposez-vous. Malko s'installa sur le dur charpoix, la tête calée par la couverture pliée en quatre. La lueur d'une allumette éclaira fugitivement la pièce et aussitôt une odeur suave emplit ses narines. Amarjit venait d'allumer un bâtonnet de santal. Il n'avait plus envie de parler, laissant son esprit vagabonder peu à peu. Il glissa dans une sorte de somnolence agréable. Un contact tiède sur ses lèvres lui fit reprendre conscience. Il mit quelques secondes à réaliser que... etc. etc. Mais j'aime assez dans ce passage, si vous voulez, ce qui est assez joli, parce que c'est une inversion entreprise par Gérard de Villiers du schéma de Scheherazade et des Mille et une nuits. Hein. On se retrouve ici vraiment inscrit dans une tradition millénaire. Hein. Vous savez effectivement comment ça procède avec Scheherazade. Hein. Elle est condamnée à mort, par le sultan et elle décide de parler, et chaque nuit elle va ainsi créer des rêves et raconter des histoires, et ces histoires, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont repousser l'imminence de la mort, elles vont repousser la violence qui arriverait au matin. Hein. Et c'est elle, la conteuse, qui va ainsi ensorceler ce réel qui est le réel de mort, hein. C'est le réel de la sanction, c'est le réel de la mort. Et on voit ici que dans les Mille et une nuits, au fond, qu'est-ce qu'on nous dit dans les Mille et une nuits? On nous dit que le dire fictionnel est plus fort que la violence réelle, hein, qu'il y a une surréalité de la fiction et qui est opérative face à la violence du réel. Et finalement, je crois que c'est ce qu'essaie de dire aussi à sa manière Gérard de Villiers. Hein. Mais il inverse bien sûr le rapport. Hein. On voit bien ici que Scheherazade, c'est Malko Lynch, hein, puisqu'il raconte, il raconte son château, il raconte sa vie de samouraï, il raconte son éthique de combattant qui respecte la vie humaine, qui tue le minimum, et plutôt des soviétiques et des nègres, donc ça va. Hein. Et la mort rôde autour, mais tant qu'il parle, elle ne vient pas. Et qu'est-ce qui vient à la fin? Et là, vous voyez, on est vraiment dans l'aboutissement, la chose est dite. Hein. Il vient le bâton de santal et les lèvres humides. Hein. Vous avez compris, je pense, la métaphore, c'est pas la peine d'en dire plus, mais c'est bien le triomphe de la vie sur la mort. Et pourquoi le triomphe de la vie sur la mort? Parce que Malko Ling a osé la fiction. Il a osé la fiction. Donc, je crois que ça confirme mon interprétation. Hein. Je pense qu'on est bien là, si nous voulons essayer de trouver la nouvelle émancipation du XXIe siècle, celle qui entend lutter contre des sujets qui sont des sujets aliénés parce que pris par le spectacle et contribuant à leur aliénation. Et ben, vous l'avez compris, il ne faut pas hésiter à la fois à faire l'analyse critique riversienne, hein, qui nous montre bien qu'on est tous, au fond, aliénés par cette obsession qui fait que la matière première aujourd'hui du capital, c'est notre propre subjectivité. Mais ce n'est pas tout d'en faire la critique avec Dick Rivers, il faut aussi savoir peut-être passer outre et faire confiance à la puissance fictionnante. Et ce faisant, eh ben, je crois que nous pouvons nous incliner devant la puissance conceptuelle de Gérard de Villiers. Je vous remercie. Été quand même assez bavard. Il est midi 20. Oui, j'ai fait une heure. Je suis désolé. Je m'excuser, mais je voulais vraiment m'étendre sur Dick Rivers. Et l'auditoire était captivé. Donc voilà, on va quand même s'accorder un temps de débat avant la pause apéro déjeuner, sachant que la conférence suivante est à 14h, voilà pourquoi on est quand même obligé. Et la Bémoreux dans tout ça. Ah oui, j'étais un tout petit peu rapide. Georges Marchais, peut-être qu'il sortira au moment du débat. Donc voilà, donc vous avez... Peut-être vous avez raison, l'abbé Moreux, dans Les Énigmes de la Science, tome second, chez Gaston Drouin et compagnie, éditeur à Paris.
on est quand même sur un texte chargé. Hein. Non, je vais m'en servir pour ma conclusion. Hein. Parce qu'il se pose la question s'il existe un hyperespace, l'abbé. Et il conclut, l'expérience nous donne pleinement raison lorsque nous affirmons que les relations d'espace déduites sur des objets à notre portée sont encore vraies pour les plus grandes distances qui nous séparent des étoiles les plus éloignées. D'accord. Mais arrêtons-nous, nous n'avons pas le droit d'étendre nos conclusions plus loin. Et c'était ma conclusion. Oui, monsieur ? En matière de fiction, je m'étonne que tu n'aies pas parlé de l'imagination au pouvoir, qui était quand même dans les idées et tout à fait ce que tu as dit. Et pour être un peu sérieux, je pense que ce n'est pas le problème de la raison, etc., mais c'est le problème de la peur qui nous bloque aujourd'hui dans notre émancipation. Et quand on parlait de la mort, justement, la mort c'est quelque chose qu'on a évacué de la société, et le risque aussi, zéro risque, zéro mort. Et je pense que là, on est en train de s'enterrer tranquillement, on va devenir tous des morts vivants. C'est un petit peu le danger qu'on a actuellement. Oui, alors il y avait 3 choses. Alors, est-ce que tu peux les reprendre parce que la première chose... L'imagination au pouvoir. Oui, voilà, imagination au pouvoir, ensuite la peur, c'est ça? Alors, imagination... Essentiellement, c'est ça. Bannissement de la mort. Et puis le bannissement de la mort, ouais. Bon, rapidement peut-être, puis on va prendre... J'essaie de répondre brièvement, efficacement, et puis j'essaye en tout cas, et puis ensuite on redistribue la parole. Imagination au pouvoir, je réfute un peu cette perspective, parce que dès qu'on est au pouvoir, on n'est pas là pour avoir de l'imagination, on est là pour conserver le pouvoir et éviter justement que l'imagination puisse proposer autre chose. Hein. Donc, le pouvoir est aux mains de ceux qui ont renoncé à toute imagination, parce que sinon ils ne peuvent plus le conserver. Hein. Je dirais plutôt l'imagination en puissance, hein, c'est d'abord plutôt ça, hein, plutôt que l'imagination au pouvoir. Sur la question de la peur, j'entends bien effectivement que la peur peut être un outil par quoi on tient les populations en laisse. J'insiste sur le fait que la peur est peut-être pas que le seul moteur, et que l'inverse de la peur, c'est l'enthousiasme. Hein. Ceux-là qui ont peur sont ceux-là aussi qui sont prêts, par exemple, à lyncher. Hein. Et si vous avez une peur profonde, cette peur profonde peut particulièrement et très facilement se retourner en enthousiasme tout aussi radical dans la force psychique qui est mobilisée. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, si vous voulez. Hein. C'est que pour que la peur soit forte, il faut qu'on ait su travailler dans ces zones troubles du psychisme qui mobilisent d'abord des choses qui sont de l'ordre de la passion, qui sont de l'ordre du fantasme, qui sont de l'ordre de la subjectivité. Et c'est là-dedans maintenant qu'il faut œuvrer. Hein. Parce que simultanément au discours de la peur, comme par hasard, tu as le discours sur l'identité. Le discours sur l'identité, c'est un discours qui galvanise et qui commence à produire des enthousiasmes hein, dans toute l'Europe. Enfin, dernier élément, le bannissement de la mort et puis le rapport au risque. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais dans ce que j'essaie d'expliquer par rapport à l'expérience de la subjectivité hors champ, qu'est-ce que permet la fiction hein. La fiction, c'est une subjectivité hors champ, donc moi je pense que c'est vraiment une prise de risque, parce que c'est s'aventurer à faire jaillir de soi ce qui n'est pas attendu. Et je pense que tout processus créateur, il est prise de risque pour cette raison. Je sais pas, Anthony, allez-y. Tout en étant très rapide ce que vous avez dit avant, je voudrais dire qu'il y a aussi une deuxième filiation d'émancipation, une deuxième histoire, qui, comme par hasard, est toute portée par des femmes. Vous avez cité peu des auteurs masculins. Et qui commence, d'après l'historienne Michel Rinoux-Sasset, plutôt vers 1830, vers 1790. Justement parce que les femmes avaient fait l'expérience que ce dont Julie demandait était propre à tous, mais qu'elle faisait partie du tous. C'est posé comme un problème.
Et cette filiation-là, toujours pour citer l'historienne, aboutit à ce qu'elle appelle, que je trouve très joli, une utopie du réel, avec des moments historiques particuliers, dont le premier, le plus exubérant, est celui de 1848, où il n'y a pas de revendication d'émancipation. Il y a un effort pour le mettre en pratique, fût-ce évidemment de façon très limitée, très discrète, très peu entendable, parce que quand les femmes parlent, généralement, on ne les entend pas, elles se sont fait interdire toute leur publication, etc. Mais c'est une utopie qui part bien des mêmes présupposés que ceux que vous avez très bien développés, mais qui se dit que le moyen de contrecarrer, c'est de faire du pratique, de faire du travail. Alors, je ne vais pas développer parce que j'y reviendrai cet après-midi, mais c'est vraiment dans le concret de la coopération pour un travail. Et au sens féminin, le travail, c'est vraiment concret, hein, c'est les lessives à laver, c'est les travaux de prière auxquels elles avaient accès à l'époque, et qui passe par la création ensuite de rationalisation et d'institutions et de création plus politique au sens politicien du terme, mais un politique qui s'ancre dans les pratiques de travail. Voilà. D'accord, mais... Merci pour votre contribution, madame. Ouais, ouais. Ça colle très bien. Enfin, c'est une autre voie. Qui est tout à fait en même. Oui, tout à fait. Ben, merci de cet éclairage supplémentaire, en effet. Ouais. Merci beaucoup. Oui, en fait, oui, moi je me voulais rebondir. C'est vrai que sur le côté fictionnel, bon, l'être humain a toujours été, il a toujours adoré les mythes et les légendes, puisque ça date depuis toujours en fait de la fiction chez l'être humain, je pense. Et d'ailleurs, on le voit très bien sur une histoire vraie au départ. À la fin, une fois qu'elle passe de parole en parole chez des personnes, et notamment beaucoup à Marseille, après aussi beaucoup à Lille, à la fin, c'est jamais la réalité qui arrive à la fin, la vraie histoire. Donc c'est vrai que ça, c'est très intéressant, le côté fictionnel, et notamment le peu que je connais dans le milieu libertaire en art, c'est le problème, enfin, c'est pas un problème, mais je dirais qu'il y a beaucoup de pragmatisme dans le milieu libertaire en art, il faut être dans le réel, on doit être dans le concret pour lutter, mais en fait, au final, peut-être aussi, le pragmatisme est peut-être un peu trop, des fois, un frein, et peut-être on a du mal à se projeter, essayer de, je sais pas, je dirais pas de manipuler en inventant une histoire, comme quoi il y a une lutte, une résistance qui serait en train de réussir à un endroit, je sais pas quoi. Mais c'est vrai que il y a besoin d'évasion, je pense, dans le milieu, je pense, libertaire et anarchiste. Alors, je reprends les deux éléments qui sont énoncés parce que je pense qu'ils sont importants. Je ne sais pas s'il y a un besoin d'évasion, bon, il y en a, tout le monde a besoin de rêvasser, mais je retiens ce qui est dit avant. Je crois aussi qu'il y a besoin de raconter une histoire. Il y a besoin de raconter une histoire. C'est-à-dire, d'ailleurs, c'est un petit peu votre contribution, madame, elle est précieuse à ce niveau-là. C'est-à-dire que, par exemple, en l'occurrence, là, il y a l'histoire des femmes qui n'a pas été dite et qui a à être dite. Et raconter une histoire, raconter son histoire, c'est s'inscrire dans un passé. S'inscrire dans un passé, c'est aussi se choisir une filiation, hein, parce qu'il n'y a pas de filiation objective, biologique, gauloise, n'en déplaise à Sarkozy. Hein, là, on est tous dans des héritages, et il s'agit de se les choisir et de se les approprier. Hein. Par exemple, vous avez vu que quand j'ai fait référence à Aristote, j'entends m'inscrire dans une tradition qui est autant grecque que occidentale, par exemple. Hein. Donc je crois qu'il faut se raconter des histoires, c'est-à-dire il faut savoir s'inscrire dans une tradition qui nous précède, mais ça implique aussi se raconter une histoire, c'est raconter son histoire récente par rapport à ce qui se joue aujourd'hui et avec des mouvements qui nous parlent, et puis aussi s'inscrire dans l'histoire. C'est-à-dire, si je vous dis oser le processus fictionnel, c'est-à-dire oser une narration,
Et une narration, elle a un début et il y a une fin à l'histoire. Et peut-être, par rapport à ce que tu dis du mouvement libertaire, peut-être que le problème qu'il y a aujourd'hui dans la militance, c'est que la militance, elle n'est pas capable de se raconter sa propre histoire, ou elle n'est pas capable de se raconter une histoire avec un horizon. Hein? Et il n'y a pas... Et il n'y a pas cette charpente. Et cette charpente, par quoi elle est faite? Au XIXe siècle, le mouvement ouvrier, pour qu'il ait pu arriver à la conscience de lui-même et qu'il ait pu s'engager ensuite dans les utopies pratiques, ben, il a été adossé quand même à des grands raconteurs. Qu'on les aime ou qu'on les aime pas, il y a eu, je sais pas, des feuilletonistes comme Eugène Sue, il y a eu des Victor Hugo, il y a eu des Zola, qui ont été ces grands raconteurs d'histoire, par quoi nous avons pu prendre place dans une fiction qui a éclairé notre mouvement dans l'histoire. Et c'est ce dont on manque aujourd'hui. En même temps, je pense qu'on a... Je ne suis pas inquiet. Je suis pas inquiet. Parce qu'il y a de la matière et parce qu'il y a des grands fictionnaires aujourd'hui encore qui peuvent se coltiner la chose. Hein? Alors, je ne sais pas. Oui, je vois une main. Il y a deux choses. Tu parles de la fiction. Je suis complètement d'accord quand tu parles des hors-champs, etc., de tout ce qui se passe dans les romans, au théâtre, etc. Mais aujourd'hui, le problème, c'est la grosse boîte qu'on regarde tous les jours. Et cette fiction, la fiction, elle est déjà dans les mains de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'on nous impose déjà aussi des fictions qui nous donnent des points de vue, qui nous guident, qui nous dirigent quelque part. Et puis le deuxième point, je voudrais connaître la différence qu'il y a entre le Panem et Circenses des Romains et la télé-réalité d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a eu comme évolution Bon, ben, si tu veux, j'ai un peu répondu à tout ça dans la deuxième partie. Puisque ce que j'appelle le spectacle, avec Debord, hein, ou le fait que nous sommes tous, le spectacle intégré, le fait que nous sommes tous sommés d'être à la fois producteurs et créateurs, comme le disait, je crois, avec brio Dick Rivers, c'était un peu cette idée-là. Hein. Et c'est pourquoi moi j'opposais, c'était tout mon travail d'aujourd'hui, j'opposais le spectacle, duquel nous parlons tous les deux, hein, qui est une fabrication qui vise à maintenir l'aliénation et à nous faire participer à l'aliénation et à nous la faire aimer, ce que j'appelle le spectacle, en reprenant le vocabulaire de Debord. Et moi, j'y oppose le processus fictionnel qui entend, lui, au contraire, contribuer à notre émancipation en travaillant cette patte de la subjectivité et en nous autorisant à la fécondité par le hors-champ. Hein. Donc c'était un petit peu mon propos. Et le Panem et Circenses duquel tu parles, hein, le pain et les jeux tels que ça a été mis en place effectivement par les Romains, en gros, si tu veux, là où moi j'essaie d'aller plus loin, je reprends pour moi ce que Debord appelle le spectaculaire intégré en 88, ce que Dick Rivers appelle, nous sommes tous des créateurs sur Internet en 2011, et c'est quoi? C'est le fait que maintenant nous sommes tous des gladiateurs enthousiastes à l'idée d'être mis à mort. C'est ça la différence avec les Romains. Donc nous donnons tous le spectacle de la mort de notre vie psychique. Audrey? Ouais. Deux choses par rapport à la force de l'idéologie dont on parlait tout à l'heure. J'ai lu récemment un ouvrage de Mona Chollet qui s'appelle Beauté fatale et qui raconte un petit peu comment le complexe de l'industrie cosmétique en fait, a transformé l'aliénation des femmes en compétences. Et c'est très intéressant ce propos, elle va super loin, je le conseille vraiment. Super. Parce qu'en termes de, par rapport à ce qu'on disait hier aussi sur le genre, etc., et puis sur le sujet des femmes, une autre chose que je voulais dire, c'est que sur l'émancipation, il y a un numéro d'Alternative Libertaire qui en vente de l'autre côté, qui s'appelle De l'autre côté du sport. Et en fait, j'ai écrit un article avec Jacques Lesage de La Haye. Et mon propos, en fait, c'était de dire que, parce qu'il y a toute une frange libertaire qui critique le sport comme vecteur de compétition, etc., de fric, de triche, etc. Et moi, mon propos, c'était de dire que pour les femmes, ça reste émancipateur, en fait, la pratique sportive, et même subversive, dans la mesure où le dressage du corps, du genre, en fait, sur les femmes, ça ne correspond pas à ces stéréotypes-là, et du coup, c'est un moyen émancipateur pour nous. Ouais, merci pour ces deux contributions, elles sont très intéressantes. C'est sûr. Ouais. Il y a d'autres questions? Oui.
Oui. Moi, je rebondis vraiment, c'est vraiment porteur de sens chez moi l'idée de fiction. Parce que je pense qu'on est, en tant qu'individu, touché par les symboles, bien au-delà de ce qu'on peut imaginer. Et je pense que la fiction, que ce soit dans le cinéma ou la fiction créatrice, quelle qu'elle soit, quand elle apparaît chez l'individu, elle peut être porteuse de sens émancipateur. Tel que c'est comme la capacité de se dire à un moment donné dans l'histoire, on est en mesure d'imaginer la transformation de la société vers quelque chose qui nous porte la justice, par exemple, ou même des fois ça peut être une dictature, ça peut fonctionner aussi. Et en fait, cet imaginaire collectif, il traverse les âges et il réapparaît à certains moments de l'histoire. Et je pense que, justement, en ce sens, je ne sais pas si je vais arriver à être clair dans mon cheminement, mais l'imaginaire, il va pouvoir être créé soit par l'histoire ou même des individus, des entités qui, à un moment donné, vont arriver et vont nous montrer une autre partie de la réalité qui, pour nous, n'était encore que fiction ou n'existait pas, telle que, par exemple, une maîtresse d'école qui arrive dans une école et se rend compte qu'il y a énormément de processus de domination chez les élèves et va mettre un coup de pied dans la fourmilière au milieu. Et les profs n'imaginaient pas, ne se rendaient pas compte de toutes les formes de domination existant au milieu, mais ça va leur faire poser des questions. Et à partir de là, l'imagination va pouvoir être continuée, chacun va prendre son fil. Et je pense que le cinéma est porteur aussi énormément d'émancipation. Même quand on dit qu'il y a des blockbusters, des trucs qui sont très formatés, il y a des fois des sens philosophiques, et c'est d'ailleurs assez drôle de ce que tu as mis en scène, parce que Dick Rivers, voilà, que ce soit Dick Rivers, on est d'accord, hein. utilise Jean-Claude Van Damme aussi, quand on chope... Un petit peu plus compliqué, Quand on chope l'imaginaire collectif et la capacité de l'individu à dire des phrases qui sont porteuses de sens, si on arrête les jugements et certains formatages. Voilà. Peut-être pour, on s'est dit jusqu'à moins le quart, mais peut-être pour rebondir sur cette intervention qui est très précieuse, hein, effectivement, nous sommes d'accord, hein, nous surenchérissons l'un sur l'autre, hein, puissance de l'imagination comme moteur de la mobilisation politique aussi, bien sûr. Hein. Je crois que tu as retrouvé les mots même de Georges Marchais. Je crois que tu es aussi content. Alors, j'attendais qu'il y en a qui tombent dans le panneau, c'est lui qui s'est fait niquer, hein, c'est comme ça. Écoute, tu sais, je pourrais te le prêter, mais tu me le rendras. C'est aux éditions sociales Notre Temps / Tribune. Donc c'est avant les élections et avant le programme commun. Si j'ai bonne mémoire, il date de 1980 ce texte. Oui, c'est ça, 3e trimestre 1980. L'espoir au présent. Et donc il y a les positions de Georges Marchais qui sont très intéressantes. Et il y a la tienne. Alors, je vais lire un bref passage. C'est un tout petit peu moins sexe que Gérard de Villiers. Je pourrais reparler du charbon. Bon, alors, non. Il nous dit, voilà. De manière générale, la vie serait différente aujourd'hui pour les travailleurs s'il n'y avait pas leur parti communiste. On ne rit pas là-bas. Le présent serait plus dur, l'avenir serait bouché. Après 1978, le patronat et son pouvoir ont cru le moment venu de serrer à fond la vis. Ils serrent, mais doivent desserrer sous les coups de la lutte. Il y a les syndicats. Et nous ne prétendons en aucune façon contester leur rôle dans la conduite de l'action revendicative. Au contraire, les communistes apportent, et je souhaite qu'ils le fassent toujours mieux, toute leur contribution au développement et à l'activité du syndicat dans lequel ils se retrouvent. C'est trop, ils écoutent. Le plus souvent, parce qu'ils mènent la lutte de classe avec résolution et efficacité, de point la CGT. Et là, il y a le truc que tu vas kiffer. Mais il faut aux travailleurs un parti qui analyse qui analyse la situation, lutte sur tous les terrains, formule des propositions nationales, relie entre elles les luttes des différentes catégories exploitées pour les rassembler, élabore et défende des solutions politiques pour le changement. Écoute bien,
un parti digue, un parti charrue, un parti phare. C'est le rôle, moi j'en ai des frissons, c'est le rôle que nous nous attachons à assumer. Je trouve intéressant comme dans la prose de Georges Marchais, hein, on voit qu'il y a vraiment une prose qui a sa lourdeur stratégique, on voit bien qu'il veut un parti qui encadre et qui tient d'une main de maître, et encore émancipation d'ailleurs ici, hein, le monde ouvrier. Et puis soudain, j'ose pas dire il y a un dérapage, mais on sent qu'il y a quand même un appel qui est très fort. Hein. Et ce parti-là, ce parti qu'obéit, on va dire, à une rationalisation de l'encadrement du monde ouvrier, et bien soudain, il est énoncé avec un pur moment de poésie. Hein. Parti digue, parti charrue, parti phare. C'est joli, un parti digue, alors on ne sait pas comment le comprendre, ça. Moi, je me demande s'il n'y a pas peut-être la peur de ce qui pourrait justement infiltrer, hein, comme l'eau se répand dans les polders, hein, ce qui pourrait infiltrer le parti des ouvriers, qui pourrait le corrompre, hein, que sais-je, chrétien trotskiste, crypto-maoïste, ou que sais-je encore. Hein. Le parti, mais il est pensé comme digue. Et après, voilà la deuxième image. Donc, la digue, elle retient. Hein. Elle est une puissance de résistance. Et après, on est sur une deuxième métaphore, c'est le parti charrue, qui va travailler cette terre protégée. Et ensuite, voilà la métaphore, mais c'est très joli parce qu'il y a toute une cinétique, hein, dans la poétique de Georges Marchais. Le troisième moment, c'est quoi? C'est le parti phare. Tu peux faire ce mouvement avec ta main si tu veux pour m'accompagner. C'est très beau. De la digue au soc et du soc au phare. Tu vois, de la digue... Tu ne veux pas, bon tant pis. Et quand il est fort, qu'est-ce qu'il fait? Il éclaire, hein, et il apporte la lumière sur ces vagues qui auparavant étaient considérées comme dangereuses. Et avec lui, enfin, on peut s'ancrer sur quelque chose de stable et d'éclairé. Donc je trouve que c'est très joli, d'abord parce qu'il y a quelque chose qui est bouleversant de beauté là, dans les textes de Georges Marchais, mais aussi parce que derrière, ça révèle ça veut dire qu'en définitive, même dans la sphère du politique et même dans la sphère du bureaucratique, il nous travaille quand même les fascinations qui sont les fascinations de l'imaginaire et du symbole, je reprends ton vocabulaire, et il faut travailler avec elle, il ne faut pas travailler contre elle, il faut travailler avec elle. Donc merci à toi et merci à Georges. Merci à vous tous. On va donc conclure. Je suppose que vous brûlez d'oser vous aussi le processus fictionnel. On fait quand même un peu de pub, puisque vous trouverez au Salon du Livre, je ne sais pas, La Soudure par exemple, un roman d'amour, roman policier, je sais pas. Tout ce que tu veux est dedans. Okay. Et sur, alors en plus très plaisant à lire, puisque c'est dans un cadre nîmois, oui. Hein, donc on aime bien retrouver. Voilà, La Soudure. Il y a La Zonzon aussi, qui doit être, je pense, sur le stand de la librairie Diderot. Voilà, donc merci à tout le monde et merci à... Merci à Estelle.